Bastia, début des années 70, une lycéenne de 18 ans enregistre un 45 tours en Corse. À l'école, la langue est encore traitée comme un patois. La chanter relève d'un geste politique avec des conséquences. 50 ans plus tard, elle n'a pas arrêté. Les nouvelles polyphonies corses, une victoire de la musique, les JO d'Albertville, des recueils de poèmes, une thèse, un enseignement universitaire et une condamnation pour avoir hébergé un homme en cavale au nom, dit-elle, d'une loi supérieure à celle des tribunaux. Le prix de tout ça, on le demande rarement. Les ruptures, les deuils, les camarades devenus silencieux, le sédiment de 50 ans d'activisme. De fil, aujourd'hui, la langue corse comme espace de pensée et de résistance, et la durée d'un engagement, ses acquis, ses fractures, et sa fatigue peut-être. Patrizia Gattagiega, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir dans votre local magnifique. Extraordinaire. Alors, dans les années 70, la Corse vit une effervescence politique et culturelle inédite. Le corse est une langue que l'école interdit depuis des décennies, que les parents ont cessé de transmettre par honte ou par pragmatisme. C'est dans ce contexte que vous enregistrez votre premier 45 tours à 18 ans, encouragé par votre professeur Diago Moutière, celui qui allait devenir l'une des grandes figures intellectuelles du Riacuistu. Quand vous repensez à ce geste-là aujourd'hui, qu'est-ce que vous en entendez aujourd'hui? C'était quoi pour vous ce premier acte? Alors, vous avez raison de le qualifier comme acte parce que c'était un vrai acte, parce qu'à l'époque, en fait, je me souviens de ce cours de Corse où nous allions avec un professeur qui était bénévole, Diago Moudière, avec mes camarades nous découvrions cette littérature corse avec les grands auteurs comme Philippine, Versigne et tant d'autres. Et je me souviens qu'un jour, notre professeur a demandé qui veut mettre un poème en musique. Alors évidemment, j'ai levé la main parce que euh, j'avais eu une éducation où la musique était très présente et la poésie aussi, grâce à mon père, grâce à mes oncles, grâce à toute la famille en fait. Et j'adorais ça. Et j'ai levé la main, j'ai mis en musique un premier poème de Filippini, Nae Gursaresca. Et j'ai découvert cette littérature et depuis, je me suis passionnée. Mais c'est vrai que c'était un vrai acte culturel pour l'époque, hein, puisqu'il y avait, grâce à ça, les consciences se sont éveillées. Et nous, on avait des professeurs qui ont éveillé nos consciences. Évidemment, on était à l'époque d'Aléry, hein. Il y avait eu Aléry il y a quelques mois avant, donc tous les jeunes étaient pris dans cette espèce de vague à la fois politique et culturelle. C'était le Riaquisto qui débutait et je suis vraiment heureuse de m'être construite avec ça. Le Riaquist, où justement, c'est un mouvement qui commence toujours par un individu qui décide de ne plus se taire. Vous, quel a été le moment exact où vous avez compris que chanter en Corse c'était un acte politique et pas seulement artistique? Ben, je crois que c'est au moment d'Aléry, hein, au moment d'Aléry, et puis tout ce qui s'en est suivi. Euh, voilà, avec malheureusement aussi des drames. Et là, nous jeunes, nous prenions conscience que ce pays avait besoin de nous et qu'il fallait construire quelque chose, ou plutôt reconstruire quelque chose. Alors, certains avec leurs acquis, certains avec leur apprentissage, mais enfin, la création, c'était un peu un but, un horizon pour donner à cette culture un nouvel élan. Thiers vous offre une guitare, vous encourage. Qu'est-ce qu'il voyait en vous que vous ne voyez peut-être pas à ce moment-là? Un potentiel, évidemment, parce que je maîtrisais déjà la langue, j'étais passionnée de poésie, je jouais de la guitare, donc je suis arrivée au cours avec ma guitare, et puis d'ailleurs c'est dans ce cours-là que j'ai rencontré Padrizia Pogli, avec qui nous avons fait un long chemin, jusqu'à aujourd'hui encore. Voilà, c'était vraiment pour moi un beau cadeau de la vie parce que je me souviens aussi d'avoir eu mon premier article dans le Kirn Magazine. C'était Aimé Pietri qui m'avait invité à l'époque à Radio Corsica International et j'avais eu cet article titré Les moissons de Padrizia.
Voilà. Et ça a été le début vraiment d'un long parcours. Et il a donné quoi ce blé alors? Ah ben ce blé, il a donné beaucoup de choses, il a donné vraiment beaucoup de chansons, beaucoup de poèmes, beaucoup de rencontres et beaucoup d'amour et de passion dans ce parcours-là. Je reviens sur le contexte des années 70. Les prisons françaises accueillent des dizaines d'activistes corses. Le FLNC vient de naître. On manifeste pour la reconnaissance d'une langue que l'État français considère comme un patois. C'est une époque où des gens de votre génération mettent leur liberté en jeu pour des questions que d'autres trouvaient secondaires. C'était quoi la Corse de la jeune Patricia? Pas celle des livres, hein, celle des tripes, celle Oui, qui bah, se celle vit. des tripes, je crois que, comme je vous l'ai dit, il y avait cette vague. Et puis quand on a 17 ans, 18 ans, bah, c'est là on a envie de se battre, qu'on a envie d'être dans la rue, qu'on a envie de crier tout fort ce qu'on revendique. Et c'était vraiment juste ce qu'on revendiquait parce qu'on avait conscience, nous. Alors je dirais que c'était peut-être plus culturel pour nous, pour certains, que politique, mais de toute façon, c'était pareil. Parce que la culture, à l'époque, et aujourd'hui aussi, hein, ça n'est que de la politique. Et voilà, et donc on était dans la rue pratiquement à chaque fois qu'il y avait quelque chose à revendiquer, que ce soit les médias, que ce soit l'université, que ce soit la libération des prisonniers politiques. Et pour ça, on était aussi sur scène, puisque on faisait le tour de Corse sous ces chapiteaux euh, où des meetings politiques se tenaient, et nous, on était là, on chantait. Il y avait aussi évidemment Canta au Bobulugours, et nous étions un duo. Il y avait un lien entre culture et politique à ce moment-là. Absolument, mais il y est encore aujourd'hui. À la même époque, on chante en catalan, qui est interdit par Franco, en occitan, en breton. C'est une espèce d'international des peuples dont les langues sont interdites ou méprisées. Est-ce que vous vous sentiez faire partie de quelque chose de plus grand que la Corse? Tout à fait, déjà à l'époque, la Corse, c'était vraiment aller vers l'universel. Déjà avec ses revendications, parce que voilà, le riacuismo, ça se passe pas qu'en Corse, hein. À l'époque, dans les années 70 et même avant, quand ça part des États-Unis, cette révolution des fleurs, cette contre-culture, et puis aussi ces minorités qui s'éveillent, hein. Non seulement les minorités, je dirais les peuples minoritaires, mais aussi, enfin, dits minoritaires, hein, mais aussi les revendications pour le droit des femmes, les revendications pour les minorités ethniques, etc. Voilà, donc il y a un grand chamboulement et beaucoup de causes à défendre. C'est vrai que nous, on était très proches à l'époque, justement, des Catalans, des Basques, et on a eu l'occasion de partir souvent et de les recevoir ici. Donc il y avait de beaux échanges. Il y a eu aussi des albums, hein, qui ont été faits notamment par Cantao Bobulugours ou avec Eleki Lapayún. Ça va chercher plus loin C'est bien puisque ce après, sont ça, des oui. Chiliens, hein. Oui. C'était dans les années 80, mais dans les années 70, c'est vrai qu'avec les Basques, moi je me souviens qu'on était partis au Pays Basque et on était sur un plateau où il y avait Urco, où il y avait de Cadena. C'était oui, ça va me revenir. Mais qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Parce que même les militants culturels pouvaient être inquiétés par l'État. Est-ce que vous aviez peur, Patricia, à ce moment? Pensez-vous? Alors, Mais non, on n'avait pas peur. Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas peur. On aime l'adrénaline, donc on a vraiment peur de rien. Mais je crois que j'ai jamais eu peur. En fait, je pense que ça sert à rien d'avoir peur. Parce que c'est comme ça. Après la peur, on peut la ressentir parfois. C'est vrai que quand on se retrouve dans des manifestations coincés sous les gaz lacrymogènes ou coincés dans un portail avec... voilà, oui, on a des... Et c'est plus, je dirais, quand on est dans le mouvement comme ça, voilà, on a cette adrénaline qui monte, et puis c'est la jeunesse, hein. Je crois que c'est normal. Et puis on avait vraiment envie de défendre cette cause-là, parce qu'on y croyait, qu'on allait refaire le monde, en fait.
Justement, cette cause-là, ça fait partie intégrante du militantisme culturel qui s'est construit autour d'un outil central, la langue. Dans votre livre Canto in Mossa, une histoire du chant corse sur 40 ans, vous développez une idée qui revient souvent dans votre travail. La culture corse portait un masque que le colonialisme culturel lui avait imposé, un masque de honte, d'infériorité intégrée qui faisait que les Corses eux-mêmes finissaient par trouver leur langue moins digne, leur culture moins légitime. Ce masque, vous pouvez nous expliquer concrètement comment il fonctionnait et comment on commence à l'enlever surtout. Eh oui, et ben voilà, on commence à enlever ce masque parce que, bon, il faut remonter aux générations, il faut remonter à la conquête française, hein, puisque petit à petit, cette langue s'impose. Elle s'impose comme, non comme un besoin, oui, oui, après, plus tard, comme un besoin, mais tout d'abord, elle va s'imposer de façon comme une répressive, hein. C'est-à-dire qu'on va interdire aux gens de parler leur langue. Voilà, ça va se passer dans les écoles notamment, mais même on va inculquer cette idée aux gens que s'ils ne possèdent pas cette langue française, eh bien, ils n'auront rien, ils n'auront rien. La langue du pain, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que vous avez parlé d'une raison pragmatique à l'acceptation, justement, de cette langue et au, au- au reniement de la langue corse et de sa culture, parce qu'on n'avait pas compris, les gens, on leur faisait croire que on ne pouvait pas parler deux langues à la fois, que voilà, le français, langue de la République, c'était la seule qui comptait pour pouvoir avancer dans la société. Alors que c'est faux. Mais bon, les mentalités, heureusement, ont évolué. Pour nous aussi, heureusement, on a bien compris que plus on possédait cette richesse linguistique et culturelle, et plus on pouvait avancer dans la vie, on était riche. Ce moment justement où ce n'est plus l'État qui méprise la langue, mais ses propres locuteurs, comment vous le datez, ce basculement? Je pense que oui, il a fallu attendre ce riacuiste ou pour qu'il y ait vraiment cette conscience que les langues minoritaires, ça n'existe pas, qu'il n'y a que des langues avec des locuteurs et que toutes les langues se valent et que toutes les langues sont dignes, même si elles n'ont pas connu l'écrit jusqu'à un certain moment. On peut parler de littérature orale dans de nombreuses sociétés. Donc voilà, je veux dire, toutes les langues doivent être mises sur le même piédestal. Après, c'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'une langue qui a les moyens de s'épanouir avec ce qu'on appelle les grandes langues, parce qu'il y a tout un système, toute une institution qui va faire que voilà, elles vont avoir à la fois des outils de développement que les dites petites langues n'ont pas. Voilà. Les outils, justement, vous avez parcouru les villages pour collecter des chants qui étaient en train de disparaître avec les derniers anciens qui les portaient, la tradition orale, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Il y a un moment où vous avez compris que si vous ne le faisiez pas, personne ne le ferait. Et comment est-ce que vous ressentiez une sorte d'urgence? Il y a toujours une urgence. C'est bon, on a eu des gens qui ont collecté en Corse, hein, qui étaient en mission, hein, comme Cuil, Iji Comlad, comme Romer. Ce sont des gens, ce sont des ethnomusicologues. Mais ensuite, il y a eu Kantaouboulougours, qui est aussi parti à la recherche de ces chants qui étaient tombés dans l'oubli. Nous, on l'a fait ensuite avec les nouvelles polyphonies corses et notamment des chants sacrés que j'ai retrouvés dans ma région de Castagniccia grâce à mon père et à monsieur Grimaldi de la Porte. Donc, je crois que plus on est de collecteurs, et mieux ça vaut. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui s'intéressent à ça et qui ont des fonds même personnels, hein, qui pourraient être mis à disposition de ceux qui ont envie de redonner un souffle nouveau justement à ces polyphonies, à ces chants traditionnels. C'est bien, il faut collecter. Vous êtes passé de l'urgence à la pédagogie avec l'enseignement universitaire. Vous enseignez la langue et la culture corse à Corté depuis un bon moment, une institution qui n'existait pas quand vous étiez lycéenne et dont l'existence même était un enjeu politique. Est-ce que enseigner le corse à l'université, c'est déjà un acte qui n'allait pas de soi?
Comment on transmet non pas un savoir, mais une façon d'être au monde? Comment on enseigne ça? Alors, vous parlez de cette université. Moi, je suis partie faire mes études sur le continent. Et je suis rentrée ensuite à la fin de ma maîtrise et je me suis inscrite en diplôme de troisième cycle à Corté et en 84, je pense, puisqu'il y a eu un petit temps d'arrêt. Et puis ensuite, j'ai passé mon CAPES et j'ai enseigné en lycée, en collège. Et puis en 2006, j'ai intégré l'université. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire, ça m'a fait un drôle d'effet parce que je me suis dit, cette université, c'est vraiment l'université du peuple parce que c'est le peuple qui l'a revendiqué. Voilà, je me souviens avoir été dans la rue pour l'université, mais c'était presque une utopie, c'était un rêve. On ne savait pas si un jour on aurait une université. Et puis quand elle a poussé comme ça à Corté, c'était vraiment quelque chose, vraiment un rêve qui prenait chair, qui prenait corps. Et, quand je suis rentrée de Nice, que je me suis réinscrite, enfin oui, que je me suis inscrite pour la première fois à l'université de Corse, et puis qu'après j'ai enseigné, c'était un réel bonheur. Et tous les jours, moi, quand je vais travailler à l'université, je suis vraiment heureuse parce que je me dis, c'est une belle université, une université de proximité, une université où, voilà, où des gens, elle a été arrachée de haute lutte, cette université. Donc, elle porte une histoire. Elle est vraiment nôtre, quoi. Il y a une tension permanente entre préserver un patrimoine, avec ce que ça implique de figer, de muséifier, et maintenir une culture vivante, capable de se transformer. Comment vous naviguez entre les deux? Je pense que la culture ne sera pas muséifiée dans son enseignement. Sur Iacuisto, maintenant, il est enseigné comme un grand courant, justement, qui débute aux années 70. Ce courant, ce mot, déjà, Riaquisto, qui a été donné par les intellectuels qui avaient créé la revue Rigiro à l'époque, un riacquiste qui veut tout simplement parler d'un programme, parce que riacquiste, c'est la réappropriation. Seulement dans le riacquiste, où on entend vraiment tout un programme, où on a la réappropriation qui va ensuite aller vers la création. Et donc, c'est dans ce sens un peu que le riacquiste, où finalement, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Voilà. Mais c'est bien qu'on l'enseigne parce que je crois que ça fait partie de notre histoire et que les jeunes doivent vraiment savoir ce qu'était le riaquisto et ce qu'il est encore. Et puis, le riaquisto a donné lieu à une littérature, à des romans, à de la poésie, à des revues. Donc, on a vraiment... Le riaquisto a donné la possibilité de créer tout un corpus de textes, d'auteurs. Voilà, donc on enseigne tout ça et on a de la ressource aujourd'hui. Il empêche la folklorisation, il empêche la musification, le riaquiste? Je pense que oui. Oui, parce que c'est vrai que si on n'avait pas eu le riaquisto, peut-être qu'on serait un peu dans une idée de folklore, de tradition qui s'effrite, voilà. Mais le riaquisto, il a permis justement de se servir de cette tradition pour lui donner un souffle nouveau. Justement, le souffle nouveau, pour la petite anecdote, est-ce qu'il vous est arrivé, vous, maintenant que vous êtes enseignante, d'avoir un élève peut-être qui vous apprend quelque chose que vous ignorez? Toujours, mais toujours. Écoutez, franchement, les élèves... Sur la langue, hein. Sur la langue, eh bien oui, figurez-vous que moi j'ai un petit exemple à vous donner parce que en ce moment je donne un cours de traduction à l'université et on était en train de traduire un article de Julien Mattei sur la question de l'eau. Voilà. Et donc à un moment donné, il y a une phrase qui dit Di quanta ada un corpo, di quanta pista l'acqua in un murtaru. Voilà. Donc, et on cherchait cette expression tous ensemble dans notre atelier de traduction. Et moi, franchement, j'avais aucune idée. Donc, je disais, voilà, battre l'eau dans le pilon.
enfin avec un, je sais pas, et puis il y a un élève qui me dit force, donner des coups d'épée dans l'eau. Non, mais voilà. Mais je me suis dit, mais voilà, mais c'est exactement ça. Donc les élèves vous apprennent toujours des choses. Et l'intérêt, il est là. Je veux dire, on est des enseignants, on apporte nos connaissances. Bien sûr, on a travaillé pour ça. Mais chacun a des choses à apporter. Et c'est bien de travailler comme ça, en interaction, et de montrer aussi aux jeunes qu'ils peuvent aussi apporter quelque chose. Encore une preuve qu'elle est vivante et pas un musée, non ? Absolument. Cette question de la transmission touche aussi à votre œuvre poétique, ce que la langue corse permet de dire que le français ne peut pas. Vos recueils de poèmes, dont Soul Island, publié à New York en anglais par Three Room Press, pardon pour l'anglais, première traduction internationale de votre œuvre, portent en filigrane une solitude, une mélancolie et une perte. Votre mentor, Thiers, vous décrivez comme cherchant l'infini dans le fini. Est-ce que la langue corse donne accès à des émotions, à des façons d'éprouver le monde que le français ne peut tout simplement pas nommer ? Ben, le français, il donne des choses et le corse donne d'autres choses. C'est-à-dire qu'une langue, évidemment, c'est une façon d'être au monde, de voir le monde, de le ressentir. Et les Corses, ce sont des Latins, ce sont des Méditerranéens. Ensuite, ben, le français, c'est encore une autre façon de voir le monde. Et je pense que le français, il est plus cérébral que le corse. Le corse, c'est une langue très imagée, très enracinée. Voilà, enfin moi, c'est ce que je ressens. Et puis bon, c'est ma langue première, donc vous voyez, c'est vraiment ma langue maternelle. Donc je ressens les choses autrement parce que je les ressens viscéralement. Et je ne me verrai pas, même si ça m'arrive, ma langue d'écriture et de création, c'est le corse. Et c'est pas... Oui, je sais que en faisant des poèmes, en chantant, je sais que je la fais vivre, mais c'est quelque chose qui est naturel. Je ne fais pas ça pour défendre quelque chose à tout prix, je ne me force pas du tout. C'est quelque chose qui est naturel et j'ai conscience que cette langue, il faut vraiment la faire vivre à travers aussi bien le langage du quotidien que toute la création qu'on peut avoir, hein, que ce soit la création chantée, littéraire, etc. Il y a des mots corses pour lesquels il n'existe pas d'équivalent, pas un glissement sémantique, une façon d'habiter le monde qui résiste à la traduction. Est-ce que vous en avez un exemple en tête, là, tout de suite ? Des mots qui résistent à la traduction. Vous savez, la traduction, c'est un peu compliqué, hein, que ce soit en français, en anglais ou dans d'autres langues. Je crois que moi, il m'est arrivé de traduire mes propres poèmes, mais avec de la distance, c'est-à-dire pas à chaud. Mais moi, si c'est les miens, je peux me permettre de recréer quelque chose à l'envie. Je veux dire, quand on a un traducteur, il faut vraiment lui faire confiance. Mais moi, j'ai pas envie que le traducteur me fasse une traduction littérale, parce que c'est ce qu'il y a de plus... On perd toutes les informations. On perd tout. Alors, je préfère que la personne ressente, ait un ressenti, et couche un autre poème sur le papier qui sera à la fois le mien et pas le mien. C'est l'exemple que je peux donner avec Dume Verdogni dans Tempi di Rena, qu'elle a traduit par Dans le duvet de la cendre. Moi, je trouve ça magnifique. Et tous les poèmes, en fait, eh bien, ils sont comme ça, ils marchent en parallèle. Voilà, et moi je lis à la fois mon poème mais aussi le sien. Voilà, et c'est ça qui est beau, je crois, dans la traduction. Après, j'ai oublié la question que vous m'avez posée. Qu'est-ce qu'on peut dire en corse qu'on ne peut pas dire en français, typiquement ? Mais ou en un mot, peut-être. On peut tout dire, mais je vous prends un exemple. Je ne sais pas si c'est ce que vous me demandez, mais par exemple, si moi je dis en français le châtaignier, je vais avoir un imaginaire sur le châtaignier en français, qui n'est absolument pas celui du castagno. Parce que quand je dis au castagno, et je le dis souvent à mes étudiants, regardez en un mot, quand je dis au castagno, mon imaginaire de Corse va se mettre en branle, et je vais avoir les Génois, l'histoire.
je vais avoir l'arbre à pain, les guerres, les disettes. Je vais avoir les muletiers des années d'après-guerre qui venaient travailler le bois dans les villages. Je vais avoir cette notion aussi du châtaignier, euh, cette notion spirituelle, parce que le châtaignier, c'est aussi quelque chose qui nous donne accès à l'au-delà, avec la châtaigne et les croyances, etc. Je pense à Malcolm Chill, je pense à plein de choses. Euh, et puis, c'est l'arbre où se repose, sous cet arbre se repose le Matser, où, après avoir accompli sa besogne. Voilà, donc folklore magique, économie, histoire. Et puis aussi, j'ai oublié aussi l'histoire des usines à tanin. Les premières usines, voilà, les débuts de l'industrie Donc il faut pas voir la en langue comme Corse. il faut pas voir la langue comme un dictionnaire, mais plus un imaginaire collectif, un référentiel commun. Et oui, c'est ça. Quand Soul Island a été traduit en anglais américain puis diffusé à New York, vous l'avez vécu comment? Comme une victoire? Oh non, une victoire, non, comme une belle rencontre, comme une ouverture, parce que ça m'a permis aussi de partir le présenter là-bas. Donc du coup, c'était bien. Mais oui, voilà, après, l'anglais, c'est une langue comme une autre. Mais l'anglais américain, les États-Unis, c'est un pays lointain. Mais bon, après, c'est vrai que moi, j'ai eu le bonheur de voir traduire mes poèmes en maintes langues, hein, que ce soit des langues latines ou même des langues du Nord, comme le finlandais, par exemple. Voilà, l'anglais, parce que j'ai participé à de nombreux festivals de poésie, je continue, hein. Là, on a un projet avec le Canada qui s'est terminé. C'est une revue corso-canadienne, enfin, c'est une revue canadienne qui intègre des poétesses corses pour ce numéro spécial. Et il y aura la résidence d'une poétesse en Corse là au mois de mai, et on pourra entendre des poèmes en français du Canada et en Corse. On me parlait de référentiel commun justement et pas juste un dictionnaire, donc c'est des valeurs qui voyagent, qui vivent à travers la langue. J'aimerais qu'on revienne peut-être à un passé judiciaire qui est le vôtre. En 98, le préfet Erignac est assassiné. Yvan Colonne, à Berger de Cargèse, est accusé d'être le tireur et prend le maquis. 4 ans, la plus longue cavale de l'histoire judiciaire française. En 2007, vous êtes mis en examen pour l'avoir hébergé. Vous risquez 10 ans de prison. Au moment où vous lui ouvrez la porte, est-ce que c'est une décision ou quelque chose de plus ancien, de plus automatique, qui n'a pas besoin de se formuler justement? Oh, c'est un peu automatique, mais c'est aussi une décision, hein, parce que je suppose que des gens comme moi, il y en a eu d'autres, hein. Donc après, moi j'ai bien expliqué que voilà. Puis moi j'avais eu des antécédents un peu dans ma famille qui m'avaient aussi laissé croire que il y avait une justice à deux vitesses, qu'il y avait une forte répression, hein, sur cette affaire-là. Il y a tout eu. Il y a eu des magouilles policières. Il y a tout eu, quoi. Je veux dire. Et puis il y a surtout eu des gens qui sont allés en prison pour rien, hein. À la piste agricole. Oui, voilà, je sais. J'en ai été. Nous en avons été victimes dans notre famille. Donc piste agricole, piste enseignante. En fait, toutes les pistes. Voilà, il y avait des tas de gens qui étaient arrêtés tous les jours. Donc évidemment. Yvan Colonne clame son innocence. Moi, Et Sarkozy dit l'inverse. Hein, Et Sarkozy dit l'inverse. Sarkozy, mais moi, je préfère croire Yvan Colonne, parce que Sarkozy, on voit, hein, là, il est un peu sous les feux de la rampe, avec des affaires aussi pas très claires. Donc, Avec un vrai agenda judiciaire. Ouais. exactement. Donc, écoutez, moi, j'ai fait ce qui me semblait normal, en conscience, tout à fait en conscience. Et vraiment, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et s'il fallait le refaire, je le referais bien évidemment. Il y a dans toutes les histoires de résistance, qu'elles soient irlandaises, basques, palestiniennes ou corses, cette tension entre ce que la loi dit et ce que la conscience exige.
Comment vous faites, vous, pour vous distinguer les deux sans que ça devienne une justification à faire tout et n'importe quoi? Écoutez, en Corse, on a quand même une lutte historique, hein, voilà, donc je crois que les gens qui ont lutté, hein, que ce soit au FLNC ou dans tous les mouvements, et que ce soit encore aujourd'hui des mouvements nationaux, je crois que ce sont des gens, en fait, qui luttent pour une cause juste, c'est pour la défense de leur pays, pour les droits, parce que quand on regarde notre pays, ben, on voit bien, oui, il y a des choses qui ont avancé, oui, on a une université, mais oui, est-ce qu'on a, par exemple, des hôpitaux qui sont dignes de ce nom? Est-ce qu'on a, au niveau des réseaux routiers, voilà, la possibilité d'accéder d'un point à un autre rapidement? Non. Voilà, je veux dire, la Corse, c'est encore un pays sous-développé, malgré hein, le fait qu'on ait avancé sur plein de choses, heureusement. Mais si on a avancé, c'est pourquoi aussi? Parce qu'on s'est battu. Si, voilà, si on n'a pas eu de béton tout le long du littoral, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont eu le courage de se lever, eh ben, les armes à la main, hein. Malheureusement, c'est bête et c'est con de dire ça, pardon, hein, je parle. Mais voilà, écoutez, c'est l'histoire un peu qui veut ça. C'est une histoire qui nous a aussi parfois fait mal parce que je crois qu'on n'est pas les seuls hein, à avoir ce genre de problèmes aussi dans notre histoire, des guerres fratricides, etc. Voilà, ça c'est très douloureux. Mais bon, c'est tellement complexe et c'est tellement douloureux, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais les hommes sont faibles, quoi qu'il en soit, hein, parfois, voilà. Mais voilà, malgré tout, euh, c'est comme ça, et l'histoire avance avec tout, avec les drames, avec les choses bonnes et avec les choses mauvaises. C'est comme un être humain, le yin et le yang. Vous risquiez 10 ans de prison, votre fils, votre entourage. Comment ils ont vécu ce que vous avez fait? Et est-ce qu'on fait ce genre de choix seul ou est-ce qu'on le fait toujours avec les autres en tête? Ben moi, je l'ai fait seule, mais j'en ai parlé autour de moi, enfin vraiment mes proches. Et voilà, après, c'était une décision qu'on a prise et comme ça. Tout le monde savait que ce qu'on risquait. Hein, donc, mais la décision, c'est moi qui l'ai prise. C'était moi l'adulte dans, dans la maison. Hein. Et puis c'est vrai que j'ai fait prendre des risques, mais moi j'ai eu des enfants très courageux tout le temps. Ce choix a laissé des traces institutionnelles et un regard de l'État sur la Corse qu'il faut nommer. 2 ans avec sursis, l'inéligibilité, le droit d'être élu confisqué. À votre procès, vous avez parlé d'un regard d'État qui représente les Corses comme culturellement violent, un peuple à part. Ce regard-là, le plus redoutable, n'est peut-être pas celui venu du continent. C'est le moment où des Corses finissent par l'adopter eux-mêmes, par se trouver un peu ce que l'État dit d'eux. Vous l'avez vu, ça, autour de vous? Bah, vous savez, ça c'est un peu, ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est un peu la question des ethnotypes, la question de ce qu'on, d'une étiquette qu'on vous colle, et puis finalement, on va finir par y croire. Mais c'est, voilà, c'est Colomba, c'est Matteo Falcone, et c'est toute cette littérature aussi qui a présenté la Corse comme, voilà, un, un point de Méditerranée où la tragédie était à chaque fois était de mise, mais c'était pas que ça la Corse. Hein. C'est beaucoup d'intériorisation au final, de clichés venus d'une puissance qui se veut civilisatrice, on va le dire comme ça. Ben écoutez, civilisatrice, j'en sais rien, mais voilà, mais ça c'est le fait des colonisations, hein, comme dans tous les pays, voilà. Le Corse est fainéant, le Corse est violent, le, l'Africain. Un être nerveux qui... Comment il avait dit, Valls, que la violence était inscrite dans la culture corse? Oui, voilà. Donc voilà, c'est pas vrai.
Mais pourquoi on serait plus violent que les autres? Alors, à côté de ça, vous avez des gens qui vous disent, mon Dieu, mais comme on est toujours bien accueillis en Corse. Et c'est vrai. Après, des violents, il y en a chez nous aussi, hein. On est un petit peuple, on n'est pas nombreux. Donc, et puis après, la Corse, c'est aussi des gens qui viennent d'ailleurs, c'est aussi des gens qui entrent en masse en Corse, hein. Donc, c'est quoi cette population? C'est pas vraiment forcément les Corses qu'on retrouvait il y a 100 ans, hein. La population change. Et voilà, il y a de tout en Corse. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a de tout. Le nationalisme corse a traversé depuis les années 70 des fractures profondes, des débats stratégiques sur la violence, des ruptures entre organisations, des choix qui ont séparé des gens qui militaient ensemble depuis le début. Certains ont continué, d'autres se sont épuisés, d'autres ont pris des chemins divergents. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez perdus en chemin, pas à la mort parfois, mais à la désillusion, à la fatigue, aux choix irréconciliables, et dont vous portez encore l'absence? Oh, moi, pas forcément, mais voilà, vous savez, il y a des moments où on fait des choses, il y a des moments, et puis ça dépend aussi de la période, de l'âge, de la maturité. Il y a des gens qu'on voit mieux peut-être au bout d'un certain moment. Peut-être il y a des désillusions aussi, hein. Mais ça, c'est la vie qui veut ça. C'est la vie. Comment on reste soi-même quand on traverse une période politique aussi chargée et pleine de rebondissements? Ben, c'est des périodes qui vous construisent. Donc, rester soi-même, ça veut dire quoi? Rester soi-même, voilà, on avance, on évolue et on construit notre personne. Notre être se construit avec tout ça, tout ce qu'on accumule, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on reçoit. Et c'est voilà. Et donc on est toujours un autre nous-mêmes. Mais cet autre nous-mêmes, il faut qu'on ait conscience que de toute façon, il faut qu'on soit toujours à la recherche de ce qui est le meilleur et pour nous et pour les autres. Voilà, donc c'est aller vers l'autre, c'est voilà, essayer de finalement de se comprendre soi-même et de comprendre la communauté, voilà, d'aller toujours vers. C'est difficile parce qu'on est fait nous aussi de bien et de mal, hein. On n'est pas toujours, voilà. Enclin à faire que des choses voilà, pour le bien des autres. Voilà. On est souvent égoïste, mais ça se soigne. C'est-à-dire que il faut y croire, il faut se donner les moyens d'être toujours meilleur. Est-ce qu'on peut transmettre quelque chose à des gens qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu et qui ne peuvent pas, par définition, comprendre ce que ça coûte? Oui, on peut. Ben, de toute façon, tout ce dont on a parlé, là, ça fait partie de notre histoire. Et c'est une histoire qui s'enseigne aussi à l'université. Voilà. Donc, il faut que les jeunes sachent ce qu'est leur histoire. Parce que, de façon à faire en sorte que certaines choses ne se reproduisent plus, et de façon à faire en sorte d'être toujours aussi motivés pour faire vivre justement cette langue, cette culture, cette créativité, cette création. Voilà, ça c'est. Je crois que là, ils ont des outils qui leur permettent, voilà, de créer justement leur propre individu, de se rendre meilleur. L'histoire, justement, qui arrive d'un coup. Le 2 mars 2022, Yvan Colonne a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Rignac, et dont l'innocence était réclamée par une grande partie de la Corse, est attaqué par un codétenu dans la prison d'Arles et tombe dans le coma. Il mourra 20 jours plus tard. Les rues de Bastia s'enflamment. Vous qui l'avez connu comme ami, qui avez payé le prix de cette amitié, qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Ah. Tristesse et colère mêlées. Parce que, évidemment, enfin, personnellement, nul ne pourra me faire croire que cette mort est accidentelle. C'est pas du tout normal. C'est
pas du tout normal. Voilà, on connaît tous les détails, donc je veux dire, on n'a pas à mourir dans une prison française. Une prison, normalement, quand on est détenu dans une prison, on doit être aussi protégé, parce que les prisons, c'est dangereux. Mais voilà, on n'est pas protégé. Donc, et peut-être que parfois on trouve l'occasion d'encore moins protéger certains individus, de façon à les faire tomber dans certains pièges. Alors après, voilà, maintenant, Yvan Colonne, il n'est plus là, mais Yvan Colonne, il reste gravé à la fois sur les murs, comme un mythe, et dans nos cœurs, parce que vous savez, moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire-là, c'est que même des jeunes qui ne l'ont pas connu, parce qu'ils sont nés après, ils sont nés dans les années 2000, donc ils n'ont pas connu l'événement de 98, ils sont nés après. Mais Yvan Colonne, ça a toujours été dans leur tête, voilà, un héros de la résistance. Et celui qui a dit non à un État colonisateur et qui a dit non et qui a clamé son innocence. Voilà, c'était quelqu'un qui était proche de la jeunesse en plus. Donc voilà, il existe un peu comme un mythe chez les jeunes générations. Au-delà de la symbolique politique, vous l'avez connu aussi en tant qu'homme, surtout. Vous l'avez côtoyé. Vous aviez parlé de livres, de vie. Comment on porte cette perte en tant qu'être humain ? Vous savez, on y pense tout le temps, parce que les gens que vous avez appréciés, aimés, pour moi, Yvan Colonne, c'était comme un membre de ma famille. Donc évidemment, ce sont des blessures qui restent à jamais présentes. Et voilà, mais il faut avancer. La vie, c'est aussi avancer, mais c'est pas oublier. Voilà. Dans les années 80, vous fondez Edo e Patrizie avec Patrizia Poli, le tout premier groupe exclusivement féminin de l'histoire de la chanson corse. Vous vous appropriez la padilla, ce chant polyphonique à 3 voix qui était depuis des siècles un territoire exclusivement masculin. Ce n'est pas seulement un acte artistique. À l'intérieur du mouvement nationaliste, pas seulement à l'extérieur, comment ça a été reçu ? Alors, ces nouvelles polyphonies corses, en fait, elles naissent en 89, et puis en 90, en 91, il y a un premier album qui paraît avec tous nos amis des groupes insulaires. Donc, ce premier album, il a été bien reçu parce que tout le monde était là. Hein. C'était pas corse ou mezzo mezzo. C'était corse ou corse. C'était corse ou corse. Mais c'était surtout une collaboration avec des artistes de renommée internationale, vraiment de très grands artistes comme Ryuichi Sakamoto, John Cale, John Hassel, Ivo Papazov, j'en oublie, Manu Dibango, bien sûr. Mais c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si les gens ont perçu ça à l'époque, mais c'était, pour moi, historiquement, c'était un grand événement culturel. Et puis après, il y a eu aussi ces chants sacrés produits par John Cale aux États-Unis. Donc, ce travail avec Patrizia et avec nos amis qui nous ont menés jusqu'à la victoire de la musique et puis aux Jeux Olympiques, c'est un travail qui a marqué toute une génération et qui a marqué l'histoire de la chanson corse, de toute façon. Est-ce que vous avez senti, en tant que femme, être en résistance dans la résistance pour vous faire une place ? Ouais, on est toujours en résistance dans la résistance, parce que déjà, c'est vrai que dans les années 70, le paysage musical, il est masculin. On est avec Patrizia, on est les deux seuls avec nos guitares à chanter nos chansons comme ça, à chanter la lutte, à défendre les prisonniers politiques, à faire des poèmes. On revendiquait déjà la poésie. Mais c'était facile pour nous parce que
on était jeunes. En fait, on pensait pas. Oui, mais c'est vrai qu'autour de nous, ben, finalement, il y a que nous comme femmes. Plus tard, il y a eu Anna Rock avec Cantavo Bluegours, mais Anna Rock, c'est quand même la sœur d'un rock qui fait partie de Cantavo Bluegours. Elle a été intégrée au groupe pour ça. Mais pas tout le temps en plus. Donc, c'est vrai qu'on a fait notre chemin sans trop écouter ce qui se passait autour, les femmes, ça doit pas... Parce que dans les années 70, en fait, si on remonte avant les années 70, il y a des femmes dans le paysage musical, c'est les Maryse Nicolai, c'est les Yana Ricci, c'est les Regina, elles font du cabaret, elles chantent, et puis après, plus tard, il y a Michel Sammarcelli aussi qui s'impose au cabaret, au Radagio par exemple, et nous, on arrive là dans les années 70 avec une autre chanson, une chanson engagée, une chanson de lutte. Et là, pourquoi ce paysage est pratiquement uniquement masculin? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des chanteurs qui chantent, ce sont des guerriers, ce sont des militants. Et l'image qu'on veut donner à un État colonisateur et répressif, c'est l'image d'hommes qui s'opposent à cette répression, qui s'opposent à ces décisions d'État. Et je crois qu'ils décident que ce n'est pas la place d'une femme. Voilà. Est-ce que c'est pas paradoxal de devoir d'un côté se battre contre un État et de l'autre contre les gens qui se battent contre l'État? Non, mais on se bat pas. Mais en fait, on s'impose. On s'impose parce qu'on a notre part à faire aussi et on en est bien consciente. Donc, on va le vivre très tranquillement et très naturellement. La Padiella exige que chaque voix maintienne sa singularité tout en se fondant dans l'ensemble. Si une voix domine ou disparaît, le chant s'effondre. Est-ce que ça dit quelque chose sur la façon dont vous concevez le collectif? C'est tout à fait ça. La Padiella, c'est l'image du collectif. C'est-à-dire que c'est un cœur qui bat. Il y a plusieurs cœurs qui battent et n'en font qu'un. Et dans la Padiella, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on ne peut pas chanter sans écouter l'autre. On est obligé d'écouter à droite, à gauche, voilà. Et faire en sorte qu'on entende vraiment pratiquement une seule voix en trois. Donc, et aussi, c'est l'harmonie qui compte, même si cette harmonie... Et parfois, pas l'unisson. Et voilà, c'est pas l'unisson. Et parfois, dans cette harmonie, il y a des dissonances. C'est intéressant aussi. Il y a des dissonances, il y a des quarts de ton. Donc, c'est toute la complexité du collectif. Symboliquement, la Padiella, ça veut tout dire. Toute la complexité du collectif, tout ce qui peut faire aussi son unité. C'est la rencontre, c'est l'échange, c'est la vie. Quand vous regardez les femmes corses d'aujourd'hui, en première ligne dans la rue en 2022, dans les ateliers de langue, dans les assemblées militantes, est-ce que vous vous reconnaissez en elles ou est-ce que vous voyez quelque chose que vous n'aviez pas prévu, quelque chose que votre génération n'a pas pu ou pas su faire? Alors, la revendication des femmes, c'est-à-dire que le Riaquisto, il a un peu couvert tout ça. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des minorités et des minorités aussi des femmes qui se soulèvent pour leurs droits. Et ça va tourner autour du monde, tout ça. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a encore des pays où les femmes, mais chez nous aussi, quelque part, parce que le combat n'est jamais fini. C'est-à-dire que la femme, et on le voit, il faut toujours qu'elle se batte pour tout. Toujours qu'elle se batte pour tout, et il faut surtout rien lâcher. Rien n'est acquis. Parce que rien n'est acquis, absolument pas. Quand on voit qu'on en était encore à discuter de l'avortement il y a quelque temps, mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut régresser à tout moment, parce que souvent il y a des fous au pouvoir. Et voilà, alors là, après, ça donne ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des guerres qui nous tombent dessus. Comme Pas forcément ça. des fous, peut-être juste des gens qui ont un projet politique. Ou des psychopathes. Oui. Les femmes corses ont toujours été présentes dans les luttes, vous en êtes la preuve, mais rarement visibles dans les récits officiels. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou est-ce qu'on découvre simplement ce qui a toujours été là?
Vous savez, dernièrement, j'ai parlé, je suis allée faire une conférence sur l'humour corse au féminin. Et en fait, je disais que les femmes euh, qui avaient beaucoup d'humour, voilà, n'étaient pas forcément recluses, elles prenaient la parole, elles improvisaient des chants d'élection, elles magagnaient, hein, voilà. Donc, toutes ces choses-là, il faut les dire, il faut qu'on sache que ça existait, il ne faut pas croire que la femme n'avait pas droit au chapitre parce qu'elle prenait sa part d'une façon ou d'une autre. Et la parole de la femme, il faut y faire attention. Il faut y faire attention parce que je veux dire, si on parle et qu'on ne vous écoute pas, ça ne sert à rien. Et il faut à tout prix se faire entendre. Donc, trouver les moyens de se faire entendre. Et moi, je crois que la création, c'est un beau moyen de se faire entendre. Que ce soit sur scène ou en ayant voilà, des créations, des productions, quelles qu'elles soient. Voilà, il y a des femmes qui s'expriment hein, dans le stand-up. Quand on voit une femme qui parle de la violence faite aux femmes avec humour, c'est quelque chose. Ça se passe chez nous. Vous avez traversé un procès, des années de pression judiciaire, une condamnation. Avez-vous eu le sentiment que le système vous traitait différemment parce que vous étiez une femme? Parfois, oui. Si je prends tout mon cheminement, hein, si vous voulez, de la garde à vue au juge, au procès, oui, parce qu'on m'a traité de mère indigne. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment parce que je suis une femme. Donc voilà, ça, je l'ai ressenti un peu comme ça. Hein. Parfois dans des façons qu'on a de vous parler, mais oui, je l'ai ressenti. Et comment? Oui, vous me disiez mère Il y a des indigne, choses oui. que je ne peux pas Ouais, dire d'accord. parce que c'est des propos, par exemple, tenus par un juge que je ne révélerai pas parce que c'est pas très beau. Mais oui, au procès, un procureur aussi hein, qui envoie des pointes comme ça. Voilà. Et ouais, mais on le ressent. Je crois que même à travers les attitudes, même si c'est pas des mots, c'est à travers les attitudes. La condescendance Voilà, un peu. voilà, de la condescendance et puis dire, voilà, essayer de vous rabaisser, de vous humilier. Voilà. Donc ça, c'est, on a l'impression que c'est toujours plus facile sur une femme, alors que non. Pourquoi? Vous avez grandi en écoutant votre grand-oncle berger jouer des mélodies sur des instruments en écorce de châtaignier, des instruments fabriqués à la main qui ne duraient qu'une saison avant de se dessécher. Vous avez ensuite consacré une grande partie de votre vie à sauvegarder ce qui disparaissait, les chants, la langue, la mémoire. Est-ce que parfois vous vous demandez si certaines choses ne sont peut-être pas faites pour durer? Alors, est-ce que si j'ai bien compris la question, si je me demande qu'il y a... Oui, oui, les choses en fait, tout, les choses naissent, cheminent, meurent, reviennent. Hein. C'est un peu la granite, là. Hein. En fait, vous voyez, c'est comme ces instruments éphémères. Qu'est-ce qui reste d'un instrument éphémère? Qu'est-ce qu'il me reste à moi de ces instruments éphémères? Cette mélodie que j'ai gardée en moi, qui sera toujours en moi. Donc ça, j'ai gardé. Et moi, qu'est-ce que j'en fais de cette mélodie qui traîne en moi? Je construis quelque chose avec ça. Donc ça lui permet de ne pas mourir. Voilà. Et c'est ça qui est beau dans la vie. C'est que, voilà, on construit sur des bases. Et je crois que c'est ça le réacquist. C'est prendre tout ce qu'on a, cet enracinement, cette tradition. Voilà. On ne va pas en faire un musée, non. On lui redonne du sang neuf et on fait quelque chose de vraiment très original. Parce que notre culture, elle est vraiment ancrée, elle est forte, elle est
elle est dense, elle est lumineuse. Voilà, donc avec tout ça, on a vraiment une richesse extraordinaire qu'on peut exploiter, mais vous savez, on en a pour un bon moment. Hein. Si on va tout exploiter, eh ben, je crois qu'il faut le faire. Voilà, la richesse, elle est là, la ressource, elle est là. Donc voilà, on a de quoi construire l'avenir. La transmission, ce n'est pas un héritage qu'on lègue en sachant qu'il sera conservé intact, c'est une tâche qu'on confie à ceux qui viennent après, en sachant qu'ils la transformeront, peut-être jusqu'à la rendre méconnaissable. Est-ce que vous pouvez faire confiance à ça en vous disant que bon, ce qu'on va faire de ce que vous léguez, peut-être que ça ne ressemblera plus à rien de ce que vous avez connu vous, mais il reste la Mais substantifique moelle. bien sûr, absolument. Mais l'intérêt, c'est pas que ça soit pareil, c'est que ça évolue avec les générations. Dernièrement, j'ai écrit un poème justement pour cette revue canadienne sur le mur. Parce que tous les matins, quand j'ouvre ma fenêtre, j'ai un mur en pierre devant moi. Ce mur en pierre, c'est mon père qui l'a dressé. Mais tous les matins, je me dis, il l'a fait pour qui ce mur? En fait, il l'a pas fait pour lui. Il l'a pas fait pour moi. Il l'a fait pour les générations qui arrivent, les générations qui viendront. C'est une mémoire, parce que ce mur, maintenant, il est plein de mousse, plein de taches. On y a planté des essences, on y a planté plein de choses. Voilà, on s'y appuie. Il soutient ce qu'on appelle la ribe, hein, la planche. Voilà, donc, vous savez, nos anciens, quand ils faisaient quelque chose, c'était pas pour eux. C'était pour l'avenir, pour le lointain. Et ça se voit quand on voit toutes ces planches-là, quand il y a un feu, maintenant, parce qu'on ne les voit plus, mais quand on voit tout ça, on se dit, mais tous ces murs, oui, c'était pour délimiter des parcelles, etc. Mais je crois que dans leurs mains, il y avait autre chose. Et ça m'a donné l'occasion d'écrire un joli poème. Et c'est des murs et pas des haies, donc justement la pierre qui reste. Voilà. Euh, les Corses de 20 ans aujourd'hui, ceux qui manifestent en 2022, qui cherchent leur langue sur des applications, qui grandissent entre Bastia et TikTok, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils gardent de tout ce que vous avez vécu, fait et chanté? Ben déjà, j'aimerais bien qu'ils s'intéressent aussi à ce qui s'est fait. Et ce qui s'est fait, ça va leur permettre justement d'enrichir encore ce qu'ils voudront faire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. La transmission, le patrimoine, la mémoire, c'est fait pour aller loin. C'est fait pour construire des civilisations. Voilà, on ne peut pas oublier, enfin on peut pas renier. Parce que de toute façon, ça c'est comme l'ADN. Hein. Vous savez, l'ADN, on l'a en nous, on charrie des maladies génétiques, on charrie plein de choses qui nous ont été léguées par des générations précédentes. La Même des culture, c'est frustrations pareil. familiales qui, Hmm. des frustrations familiales qui Tout, peuvent se tout, tout, transmettre. tout, des histoires de famille, etc. Donc, tout ça, ben, c'est un capital, c'est un patrimoine mais qui est le nôtre et dont on doit se servir pour avancer. Patricia, nous avons commencé cet entretien avec la lycéenne de Bastia de 18 ans, son premier 45 tours, sa guitare, le monde devant elle, celui dans lequel elle vit aussi. Si vous pouviez lui parler aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais surtout continue comme ça, parce que ce chemin que tu as emprunté, ben, il t'a mené jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es pas encore quelqu'un d'accompli parce qu'il te reste encore beaucoup de choses à apprendre. Alors avance, avance avec ce que t'ont appris tes anciens, avance avec tes racines, avance avec ce patrimoine, cette mémoire et transmets, passe. Sois passeuse, sois une passeuse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment, Patricia? Je vais vous dire non, hein. Non. Et tout ce que vous avez vécu, dernière question, tout ce que vous avez vécu, construit, défendu et aussi perdu,
Est-ce que ça valait le prix de ce que ça a coûté? Bien sûr, bien sûr. Et oui, bien sûr, ça vaut la peine. Mais, mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout apprendre. Et que ben, le jour où je m'en irai, je regretterai de ne pas encore avoir vécu encore plein de choses avec voilà, les joies, les peines, les émois de toutes sortes. Voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas linéaire. C'est comme vous savez, en Corse on dit Aide fatasca, la quando si go, la quando si va. Là, donc, ou alors aussi Aide e una facada vinestra. Donc ça va vite et il faut en profiter. Et il faut vraiment essayer d'aller toujours de l'avant dans le sens du positif. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter pendant cet entretien? Ben, si j'allais rajouter quelque chose, alors je m'adresserais aux jeunes générations pour leur dire croyez en vous, pour leur dire vous avez un capital, une mémoire, un patrimoine extraordinaire, profitez-en, utilisez-le, euh, soyez bien dans ce que vous êtes, parce que vous êtes la Corse et vous êtes l'avenir. Merci beaucoup, Patricia. À vous.